on est parti pour le point actu hardware du jour, aujourd'hui mercredi 5 mai 2021. Au programme, aujourd'hui, des petites news croustillantes sur Apple et son App Store grâce à Epic et leur procès contre Apple. Ça lâche des infos, pour le coup des infos plutôt intéressantes sur voilà, des avis qu'avaient pu donner il y a maintenant quelques temps des personnes importantes de chez Apple. C'est assez marrant. De toute façon, va y avoir beaucoup de chapitres dans ce procès et beaucoup d'informations, donc je trouvais que pour le coup c'était plutôt sympa. On continuera avec des news, la collab Ikea et Asus qu'on attend avec impatience. On a déjà vu des produits, notamment en Chine. Ici, on nous annonce l'arrivée dans un autre pays, mais c'est pas chez nous, hein, bien sûr, c'est au Japon. À quand pour le reste du monde, il y a il y a des produits intéressants, il y avait des prix qui pouvaient être plutôt attractifs. Un peu déçu que ça mette tant de temps, on espère que ça va arriver au moins cette année, ce serait bien, à la rentrée par exemple, pourquoi pas. On parlera ensuite PC monté avec un PC Aorus. On en a déjà parlé hier, pas du tout le même. Alors vraiment pas du tout. Hier on a parlé d'un mini PC avec une vraie config puissante mais de taille vraiment réduite. Si on est sur quelque chose de bien plus classique en format, on est sur du bon gros ATX de la tour classique. Et du coup en termes de config on a ce qu'on attend, ce qu'on veut avoir dans un PC haut de gamme. On rappelle, c'est Aorus, le haut de gamme de Gigabyte. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. On aura ensuite la présentation d'un boîtier, lui pour le coup plus petit, mais pas moins haut de gamme. On est vraiment sur de l'ultra premium en termes de boîtier micro ATX. Il est vraiment travaillé en termes de design, de couleur, d'aération, tout ce que vous voulez. Ça se paiera. Mais sinon, c'est vrai qu'il claque. On va parler de water cooling et aujourd'hui, quelque chose que j'ai rarement l'habitude d'aborder parce que bah voilà, j'ai pas trop les connaissances là-dedans, mais du water cooling custom avec ici des kits complets pour faire votre water cooling custom adapté à votre boîtier. C'est des trucs qui se font assez rarement, faut le dire. En général, il faut plutôt acheter chaque truc séparément. Donc voilà, pour une entrée dans l'univers du water cooling custom, ça peut être un début un peu plus en douceur, avec directement tout le matériel dédié. Par contre, attention, le water cooling custom, c'est plutôt une passion qui coûte cher. Donc il faudra avoir les moyens pour rentrer dans cet univers tout de même. On parlera ensuite de processeurs avec Intel. Ces derniers temps, on n'est pas très heureux de parler des processeurs Intel, mais là, pour le coup, on est plutôt content. On va parler des premiers processeurs Intel en 10 nanomètres qui vont arriver très bientôt sur le marché. On parle de processeurs 11e génération, mais mobile, donc pas pour les ordinateurs de bureau. On restera sur voilà, ce qui est sorti dernièrement en termes de 11e génération pour les processeurs de bureau chez Intel. Mais du coup, ces petits processeurs portables là, ils font bien le taf, voire trop bien le taf par rapport aux processeurs du bureau. C'est un peu embêtant en sachant qu'on a quand même des contraintes bien plus importantes sur des plateformes mobiles. C'est voilà, on va pas en dire plus, mais c'est compliqué. Du coup, on parlera aussi, et ils font bien de faire des annonces un peu en même temps autour de ça, de la 12e génération de processeurs de bureau Intel, qui sera du coup en 10 nanomètres avec une nouvelle architecture totalement repensée, avec ce principe de Big Little et de cœur dédié
soit aux performances, soit aux tâches plus simples et moins gourmandes en énergie. Et bah là, forcément, on nous annonce des trucs de ouf, hein, forcément. C'est pour l'instant, c'est beaucoup plus de la communication qu'autre chose parce on n'a pas vraiment vu d'informations réelles, même pas sur des protos. Donc, mais ils nous promettent beaucoup. Et il va falloir se rattraper de cette génération un peu décevante, du moins du côté des processeurs de bureau. On finira bien sûr avec de la carte graphique, toujours un peu de tristesse en abordant les cartes graphiques. On parlera de la 3080 Ti, cette carte qui a été repoussée par Nvidia. On va en parler parce que beaucoup trop d'infos pour une carte repoussée. Et on finira avec les stocks des deux cartes graphiques disponibles, du moins celles dédiées au gaming. Et c'est toujours plutôt triste hein, là-dessus. Et c'est pas prêt de changer. Mais au moins, on suit ça. On voit les évolutions. C'est intéressant. On commence tout de suite avec un géant, Apple. Apple qui n'a pas donné ces informations, bien sûr. C'est Epic qui a donné ces informations. Parce que forcément, ça dessert Apple dans ce procès. Et cette information, il faut remettre du contexte. Parce que là, voilà, on nous dit que Phil Schiller avait envisagé de réduire la commission d'Apple dès 2011. Donc, il y a 10 ans, tout de même. La commission, c'est-à-dire le pourcentage que prend Apple sur toute vente effectuée sur l'App Store, que ce soit vente d'applications, mais aussi vente dans les applications, les achats in-app. C'est important à souligner. Donc, il y a 10 ans, le boss de l'App Store, qui était à l'époque Phil Schiller, avait dit au boss de l'époque d'Apple, Steve Jobs, qu'il allait sûrement arriver un moment où la commission sur l'App Store devrait baisser. Alors là, on nous dit de 30 à 20%, il l'a clairement pas dit comme ça, il a dit de 30 à 25, pourquoi pas, peut-être jusqu'à 20% s'il faut vraiment, c'est plus dans ce sens-là. Et il a mis à ça un genre de garde-fou en disant, pour être sûr, on met d'abord de la trésorerie, on fait d'abord générer beaucoup d'argent avec ces 30% de commission. Il parlait à l'époque d'1 milliard, donc d'argent généré par l'App Store, de bénéfices, hein, clairement, pour peut-être passer à une commission plus basse. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il l'amenait, et encore une fois, ça reste un un chef de division qui parle au grand boss, donc dans tous les cas, il aurait difficilement pu dire bon alors ici mon petit Jobs, il va falloir baisser la commission dans aucun monde, hein. Dans aucun monde c'est possible. Mais il avait laissé entendre que il arriverait un moment où pour être encore plus compétitif, pourquoi pas baisser la commission. Jusqu'alors, c'est pas vraiment le cas. Enfin, c'est pas vraiment jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, Apple a changé des trucs, mais pour vraiment une toute petite partie des gens et pas une majeure partie de l'argent. Parce que ils ont clairement voilà, ils ont baissé à 15% de commission pour les développeurs qui font moins d'1 million de dollars de chiffre d'affaires sur l'App Store. Pour les autres, c'est 30%. Donc pour ceux qui font la majeure partie de l'argent, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas les petits qui font moins d'1 million qui génèrent la majeure partie de l'argent de l'App Store, c'est des gros qui font des chiffres assez énormes, notamment des gros groupes de jeux ou d'applicatifs. Donc voilà, eux, ils gardent 30%. Et c'est là-dessus qu'intervient ce procès, hein. Il faut aussi mentionner ça, c'est que
ce procès, il intervient dans un moment où, voilà, Epic se tourne vers la justice américaine pour dire que Apple abuse avec sa commission de 30% sur un marché où il est ultra dominant. Et, c'est ça qu'ils veulent changer. C'est pour ça qu'ils ont été exclus de l'App Store pendant un moment. Enfin, que Fortnite a été exclu de l'App Store pendant un moment parce qu'ils avaient mis en place un moyen qui ne passe pas par l'App Store pour faire des achats in-app. Et bien sûr, bah, ça n'a pas plu à Apple qui ne touchait pas sa commission. Donc on est sur le tout début de ce procès. C'est intéressant, on commence à avoir des petites infos comme ça, croustillantes, où du coup on apprend qu'il y a 10 ans maintenant, le boss de l'App Store a informé déjà sur cette histoire de commission qui peut être potentiellement trop importante. Et aujourd'hui on a un procès qui fait grand bruit entre deux géants du numérique. Alors, ils sont pas vraiment à la même échelle non plus, hein. On peut pas vraiment comparer Epic et Apple. Apple reste le géant dans tous les cas, mais toujours autour de cette histoire de commission de 30%, qui est aussi la norme sur certaines autres plateformes, hein. Donc voilà, il y a effectivement Apple a une place un peu différente parce que eux ils sont effectivement ils ont le monopole sur leur système, vu que bah ils décident déjà de qui est sur le système. euh, Vu que c'est leur système, c'est sûr que c'est un peu différent, mais beaucoup de plateformes, notamment par exemple Steam, c'est de l'ordre de 30% aussi, donc c'est quelque chose qui est plutôt actuel et en vrai assez répandu, même si peut-être qu'il faudrait que ça change un peu. Faut voir. On continue avec des produits qui m'avaient bien tapé dans l'œil. Ça fait maintenant plutôt longtemps. Je pense que c'était à la fin d'année dernière qu'on a vu les premières infos avec d'abord un teasing, puis l'arrivée en Chine des premiers des produits en collab Ikea et Asus à des prix normalement plutôt intéressants. Et ici, ils arrivent au Japon, et j'ai envie de dire, mais à quand? À quand l'Europe, la France? À quand chez moi? S'il vous plaît? Il y avait des trucs intéressants. Et ici, on nous parle par exemple d'un siège. Alors, si c'est ce siège-là à 128 euros, je suis très intéressé. Mais alors, très très intéressé. Mais aussi des bureaux voilà, dédiés sur un peu typé gaming, mais très adapté à un ordinateur. Euh, on nous dit entre 80 et 100 euros. Donc des tarifs plutôt corrects. Alors encore une fois, c'est pas les tarifs chez nous, ce sont des conversions des devises locales, donc chinoises et japonaises, donc les yuan et les yens. Euh, mais j'espère que qu'on aura des tarifs dans le genre. Ça me plairait beaucoup en vrai, ce genre de siège qui a l'air assez ergonomique, assez confortable et avec un bon maintien à 128 euros. Je suis très intéressé. Je cherche une chaise depuis quelques temps et ça peut être un rapport qualité-prix qui me plaît beaucoup. 128 euros, c'est quand même ultra accessible pour une bonne chaise de bureau. Encore faut-il que la qualité soit au rendez-vous. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc la Chine, ok, le Japon, ok, mais l'Europe, s'il vous plaît. Surtout que Ikea, c'est quand même une marque européenne d'abord. Donc on aimerait avoir l'accès à ces produits et pas dans 4 ans. Donc j'espère que ça arrivera cette année. Tout de même, ce serait bien. Ce serait la moindre des choses. Mais c'est pas moi qui décide. Donc on verra. Mais vraiment des produits qu'on avait vus très intéressants. On les avait vus quand ils s'étaient débarqués en Chine et ça me plaisait bien à des tarifs en plus plutôt accessibles et ça c'est cool. On continue avec quelque chose qui sera pour le coup moins accessible. On est Aorus. Aorus, c'est le haut de gamme de Gigabyte. On a vu le Aorus modèle S.
Aujourd'hui, on voit le Aorus Model X. Non, non, on n'est pas chez Tesla, on est bien chez Aorus. Model S était une config survitaminée dans un tout petit boîtier. Donc vraiment un truc qui ressemblait un peu à une Xbox Series X. Donc petit boîtier par rapport à un PC standard, bien sûr. Ici, on est sur du format classique, hein. On est voilà, sur la tour qu'on connaît, format ATX, ça prend de la place. L'avantage, ce que je viens de vous dire, l'inconvénient quand même, ça prend de la place. L'avantage, c'est qu'on peut y mettre plein de trucs, qu'on a en général très peu de limitations en termes de compatibilité. En termes de refroidissement, on est aussi beaucoup plus large et on peut refroidir de manière beaucoup plus simple. Et on peut voilà, augmenter si on a besoin le refroidissement et les flux d'air. Donc ici on est sur quelque chose de plus vraiment plus classique, format tour. Par contre en termes de config, bah, on vous oublie pas, hein, on a comme à chaque fois modèle AMD, modèle Intel, i9 11e génération ou Ryzen 9 5900X. Voilà au choix. Soit le Intel avec 8 cœurs, soit le Ryzen 9 avec 10 ou 12 cœurs. Donc voilà, au choix. Vous avez 16 Go de RAM avec... Ah c'est marrant ça, vous avez 16 Go avec Intel et 32 avec AMD. À voir ce que vous recherchez. Marrant qu'ils mettent quand même que 16 Go avec un i9. Bref. Côté graphique, on a une 3080, hein, de quoi vous mettre très très bien, aucun problème là-dessus. En stockage, on est aussi plutôt aux petits oignons. Un SSD PCI Express 4.0 de 1 Tera. Donc voilà, histoire d'avoir un disque système ultra performant. On est dernière norme PCI Express, donc des débits de ouf, au moins 5000 jusqu'à 7000 émo secondes. Donc plutôt ouf. Salut KitCash, j'espère que tu vas bien. Et pour le stockage, parce que si vous avez besoin de stocker, je sais pas, de la musique, des photos, ce que vous voulez, bah on a un autre SSD. Alors il est un peu moins performant, mais il reste toujours très performant parce que on est sur du PCI Express 3.0. Donc ça fait très très bien le taf aussi. Et on a 2 Tera, donc de quoi avoir vraiment du stockage ultra performant et à foison. Plus on a la place pour rajouter, hein, vu qu'on a un grand boîtier, on rappelle ce grand boîtier très classique. Donc si vous voulez rajouter, on peut mettre même des disques durs 3,5 pouces ou 2,5 pouces ou des SSD. Mais par contre, en termes de M2, on n'a plus de slots, hein. On n'avait que 2 slots là-dessus, ne rêvez pas. On peut pas tout avoir. Et sinon, bah, on a les trucs audio. Bon, ça, c'est un peu moins fou, hein. En vrai, quand on va chercher du gaming, partie audio, c'est un peu moins important, même si c'est important, hein, l'audio dans la vie, le son, la musique. Quand on joue aux jeux vidéo, c'est pas notre priorité. On est plus sur la recherche de performance. Encore une fois, on n'a pas le prix de ces modèles ultra haut de gamme à base de i9 Ryzen 9, dernière génération, et une 3080 au passage, hein. Donc ce sera une addition plutôt salée, vous l'imaginez. En plus, c'est Aorus. On est sur du haut de gamme, ultra haut de gamme, vraiment premium. Donc ça aussi, ça se paye. Mais déjà, vous aurez une 3080 à coup sûr. Et ça, ça c'est pas mal. Mais c'est le truc des PC préassemblés, hein. Là, vous avez quand même des machines monstrueuses. Ce sera sûrement plutôt cher au passage à la caisse, hein. C'est probable. On continue avec toujours dans le premium, hein. Là, clairement, on déroge pas la règle. Ces boîtiers, ce boîtier, vous voyez, deux couleurs disponibles. Le AL300M de alors Apcon Core, trop dur à dire. C'est pas, c'est pas bien d'avoir des noms comme ça. Pourtant, c'est le nom de la marque. Trop dur à dire. Apcon Core. Ok, on s'entraîne, ça passe mieux. Ce boîtier format micro ATX, vous voyez qu'il est ultra travaillé en termes de design. On est sur quelque chose
de bosser, hein. On n'est pas sur une boîte classique comme on peut le connaître sur beaucoup de boîtiers au final. Ici, on est allé rechercher des courbes, des matériaux premium. On est sur voilà, du verre trempé et de l'aluminium, hein. Donc vous imaginez que on va aussi le payer. 280 € pour ce petit boîtier micro ATX. En vrai, je le trouve très très beau aussi, clairement. Il a l'air ultra bien conçu. Tout de même, on voit que on a la présence de trois ventilateurs en façade. Je sais pas exactement ce qui est fourni en termes de ventilateurs, mais je pense que pour ce prix-là, on a quand même au moins toute la façade. Et j'espère aussi les ventilateurs arrière. Mais on est sur plus qu'un boîtier. Ici, on est sur un objet un vrai objet de design, un truc qui peut s'exposer fièrement. Il va falloir aimer un peu le RGB tout de même là-dessus. De toute façon, dès qu'on a des boîtiers à base de vitres, il faut un petit peu de couleur pour égayer parce que avoir juste des composants électroniques, c'est pas la folie non plus, on va pas se mentir. Les résistances, c'est pas les objets les plus beaux que vous ayez jamais vus. Donc, et les puces non plus. Donc c'est vrai que la couleur, ça égaye un peu le tout. C'est vraiment très joli, c'est très cher, c'est pas destiné à tout le monde. Mais en vrai, moi aussi, j'ai un petit coup de cœur au niveau design, ça marche très très bien. Alors toujours, peut-être un peu moins celui-là, mais les connectiques sur le côté. Bon, celui-là, il est petit et il est plus fait pour être sur un bureau. Mais les connectiques sur le côté, il y a toujours un petit questionnement. Je trouve ça un peu moyen. Remarque, ici, il n'y a pas trop d'autres endroits sur où mettre des connectiques, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais j'avoue que j'aime bien. Coucou Charogne. Bon, on passe toujours dans des trucs chers, on continue, on y est. Du water cooling, custom. On présente très régulièrement des kits all-in-one, donc prêts à être installés, où on a directement tout, le water block avec la pompe, le radiateur avec les ventilateurs, tout ça. Ici, on vous propose d'aller plus loin avec des kits qui vous donnent tout le matériel nécessaire pour faire votre propre installation dans votre PC, disponible soit en version 240, soit en version 360 si vous voulez mettre 2 ou 3 ventilateurs suivant votre espace dans votre config, avec bien sûr le réservoir, tout ça. C'est plutôt très stylé. Je trouve que l'idée est bonne. C'est Raijin Tech qui nous propose ça aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez vraiment tout. Le water block, les ventilateurs, le radiateur, les tuyaux, les raccords, les bouteilles de liquide, le réservoir, tout ça. Vous avez même une petite télécommande pour changer les lumières. Et en vrai, je trouve ça vachement bien. Mais vraiment vachement bien. Parce que voilà, c'est quand même pas très accessible. Le water cooling custom, ça fait vite peur, on est d'accord. Moi, par exemple, j'en ai jamais fait parce que ça fait peur quand même. Et aussi parce que ça a un certain coût, mais bon, là, ça aura toujours un certain coût. Alors, le truc au milieu, il va falloir être un peu plus précis. Ça, c'est un réservoir. Ça, c'est un radiateur. Version 240 ou 360. Ça, c'est les raccords. Coudés ou pas. Et ça, c'est le liquide. Bah oui, hein, c'est pas de l'eau. Ici, les ventilateurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon moyen de rendre la chose un peu plus accessible, de permettre à des gens qui ont un peu peur de se lancer en ne sachant pas forcément voilà, hein, quel matériel prendre, qu'est-ce qui va avec quoi, qu'est-ce qui peut être compatible.
Là, on a tout de suite, tout ce qu'il faut pour monter. Ça reste du haut de gamme. De toute façon, déjà, les kits de water cooling all-in-one où tout est déjà monté, vous n'avez plus qu'à le poser, c'est déjà des solutions de refroidissement plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme pour certaines. Mais le water cooling custom, c'est encore plus haut de gamme. Et c'est clairement si votre boîtier il est caché quelque part, ça n'a pas grand intérêt. C'est quelque chose qui est fait pour être observé, surtout ici, plus que pour son efficacité réelle. Effectivement, hein, plus vous avez une solution de refroidissement efficace, mieux c'est pour vos composants et potentiellement vos perfs. Mais là, on est surtout et avant tout sur quelque chose de joli et de design, quelque chose à apprécier avec ses yeux. Donc pour des conflits qui vont être mis en valeur, c'est plutôt cool. Et encore une fois, donner un moyen un peu plus simple de faire son premier water cooling custom avec des kits où vous avez déjà tout le matériel. Ensuite, à vous de vous débrouiller. Mais vous avez vraiment tout, hein. Réservoir, water block, radiateur, les raccords, les tuyaux, le liquide, tout ce qu'il faut. Et, euh, et c'est plutôt sympa. Mais encore une fois, ça coûtera cher. On n'a pas les prix ici. Un peu dommage. Mais je sais pas si on les veut vraiment, hein. Je sais pas si on les veut vraiment. Mais c'est cool. Parce que c'est encore quelque chose de très, très anonyme et vraiment assez peu accessible. Moi j'ai déjà regardé des trucs et tout. C'est assez peu accessible. On continue avec les processeurs. Processeur Intel aujourd'hui, uniquement du processeur Intel. Et d'abord, des annonces sur des processeurs Intel 11e génération, mais dédiés aux plateformes mobiles. Ils les ont appelés les Tiger Lake H. Premier processeur en 10 nanomètres d'Intel. Enfin on descend. Il fallait. Alors 10 nanomètres super fin, c'est l'appellation Intel. On se souvient qu'Intel avait un peu râlé sur les appellations de juste finesse de gravure, en nous expliquant que oui, effectivement, certains concurrents allaient toujours plus bas qu'eux, mais en termes de densité de transistors, et c'est ce qui est le plus important au final, et bah, ils étaient pas du tout largués, même si leur finesse de gravure était plus épaisse. Plus épaisse. Euh, Ils étaient sur des performances relativement semblables. Donc, ils ont appelé ça super fin. On verra si un jour ça va plus loin et on enlève carrément la finesse de gravure en ayant juste un nom qui désigne une densité de transistors. Peut-être, en tout cas, c'est la volonté d'Intel, parce que ça les met pas en valeur. Ils nous présentent aujourd'hui, du coup, des i5, i7, i9 mobiles. Alors, avec plein de nouveaux trucs incroyables, avec des processeurs qui sont déjà fully unlocked, c'est-à-dire qu'on peut les overclock, on peut augmenter leur performance sur des plateformes mobiles. C'est déjà pas mal. En plus, ils nous donnent les petits logiciels pour bien gérer ça et pas avoir à trop bidouiller. Qu'est-ce qu'on nous donne de plus? Bon, ça, on les avait déjà, mais pourquoi pas les lignes de PCI Express 4e génération. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce qu'on nous apprend de plus? Que les performances sont toujours mieux, qu'on a du Thunderbolt 4, de la Wi-Fi 6E si vous voulez, support Optane pour la technologie de stockage propriétaire Intel. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les perfs. Et pour ça, on a un petit graphique plutôt sympa. Et on regarde notamment les i9 où on retrouve du coup des processeurs avec 8 cœurs. Classique i9 11e génération, on a compris, hein, 11e génération, ce sera des i9 avec 8 cœurs et pas plus. De toute façon, en général, sur les plateformes mobiles, Intel fait rarement plus de 8 cœurs. On apprend qu'il tourne à 3,4
2,3 GHz pour le plus puissant avec une enveloppe thermique de 65 watts. Le un peu moins puissant tourne à 2,1 GHz pour une enveloppe thermique de 35 watts. Alors, c'est pas des fréquences énormes, mais en termes de consommation, ils sont bien plus limités et en quelque sorte bridés que peuvent l'être des processeurs de bureau qui ont une alimentation en théorie quasi infinie. En tout cas, ils ont moins besoin de prendre en compte là, les problèmes d'alimentation. Et surtout, on apprend que au-delà d'être capable de faire des boosts sur un cœur à 5 GHz et 4,9, on apprend aussi qu'ils arrivent à être très performants sur tous les cœurs en boost et atteindre, par exemple, tout de même, pour un processeur mobile avec une enveloppe thermique de 35 watts, une fréquence de 4,4 GHz sur ces 8 cœurs. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable à voir tout de même ce que ça consomme en pic, parce que, on va pas se mentir, faire tourner des processeurs, ça demande de l'énergie. Avec des chiffres pareils, on est forcément sur des consommations assez importantes, et on parle de pic, on parle pas de fréquence maintenue. Mais c'est ultra intéressant, c'est tellement intéressant qu'ils en sont à se demander si ils ont aussi un cache revu à la hausse, ça aussi ça aide, mais ils en sont à se demander si ils sont pas plus performants que les processeurs de bureau 11e génération qui viennent juste d'être sortis. Et on a envie de se dire que oui, peut-être que ce petit processeur mobile qui est ultra bridé parce qu'il est fait pour tourner sur une plateforme mobile avec une batterie est aussi performant que les monstres. Ce qu'ils étaient capables de faire de mieux, je vais pas appeler ça des monstres parce que ce serait faux, mais ce qu'ils étaient capables de faire de mieux sur cette 11e génération pour les ordinateurs de bureau. Et du coup, on est encore plus en train de se dire que cette 11e génération est un peu la génération sacrifiée d'Intel en, voilà, en ne les bichonnant pas assez pour avoir un produit final qui nous donne vraiment un intérêt. Ils sont trop sympas, ils sont trop sympas. Alors encore une fois, là, je viens de vous parler des i9 qui seront chers, hein. On est sur le haut de gamme, mais on est sur la 11e génération Intel mobile. Et voilà, je peux que être surpris et tout le monde l'est. En vrai, c'est une news que j'ai retrouvée absolument partout et tout le monde est en train de se dire, mais comment on peut sortir des processeurs mobiles aussi attractifs quand d'un autre côté on sort des processeurs de bureau qui sont aussi décevants, personne ne comprend. Et si quelqu'un a la réponse, je suis preneur, hein, mais ça a l'air compliqué. On continue avec un peu de mise en valeur toujours sur Intel. En vrai, là, on les met bien aujourd'hui, Intel. On parle pas de leur 11e génération de processeurs de bureau, donc on les met bien. Et ils nous parlent de la future génération de processeurs de bureau, les Intel Alder Lake S. Un jour, ils trouveront plus de nom. Jusqu'à 16 cœurs et 24 threads, et jusqu'à 4,6 GHz pour potentiellement le plus haut de gamme, hein. Souvent, quand on nous fait des annonces comme ça, on nous montre ce qui se fait de mieux et pas le moins cher. Ce qui est parfois dommage, hein. Moi, j'aime bien parfois qu'on me montre le moins cher. C'est aussi un bon moyen de savoir le gain en performance, de prendre à chaque fois plutôt l'entrée de gamme que l'ultra haut de gamme. Bref, c'est une autre histoire. On va pas parler de ça tout de suite. Et en vrai, bah là, forcément, on nous propose quelque chose qui, sur le papier, est juste incroyable. Encore une fois, on n'a pas les protos, hein. C'est plutôt de la com Intel qu'autre chose. On nous parle de cette fameuse architecture Big Little avec des cœurs dédiés performance et d'autres moins performance, donc plus applicatifs légers. Et forcément, l'intérêt aussi est d'avoir en phase d'applicatifs légers et de non-demande de performance, une consommation largement à la baisse. C'est aussi ça l'intérêt. C'est pas que les histoires de performance, c'est aussi une histoire de consommation. Et on commence à faire des vrais travaux là-dessus
et c'est important, parce que la planète et la facture d'électricité, 2 points qui devraient vous toucher. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec, alors j'ai perdu, 16 cœurs et la possibilité d'avoir que 24 cœurs logiques, je sais pas c'est quoi les termes exacts, mais le doubler virtuellement, parce que les cœurs qui ne sont pas dédiés à la performance ne sont pas capables d'être doublés virtuellement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais potentiellement, voilà, 24 logical processors qui peuvent tourner, donc 24 calculs simultanés théoriques. Tout ça est bien sûr théorique. En vrai, le reste, on ne sait pas grand-chose. On sait que ce sera du 10 nanomètres, oui. Là, on nous donne une enveloppe thermique de 125 watts, mais en vrai, on est loin d'être sur un produit fini, donc on n'en sait rien. Ce serait plutôt ok, hein, 125 watts. Et qu'est-ce qu'on apprend de plus? On apprend voilà, une vitesse maximale 4,6 MHz, 4,6 GHz plutôt, 4600 MHz. Encore une fois, on est loin d'être sur un produit final, mais normalement, on devrait être sur un gain absolument incroyable, surtout encore plus au vu de la déception de cette 11e génération, et aussi en changeant de finesse de gravure et en changeant totalement de principe d'architecture avec cette architecture Big Little. Faut voir, hein. Faut voir le produit final. Alors on nous redonne plein d'autres petites informations. Il est allé consommer jusqu'à 226 watts en pic. Ok. Encore une fois, ici on est sur du proto qui peut être plus ou moins éloigné. C'est un peu ça le problème aussi, c'est qu'on sait qu'on est sur un prototype, on sait qu'on est sur un matériel voilà, hein, qui a été fabriqué par Intel, mais est-ce que c'est la version 1 du prototype qui a du coup probablement pas grand-chose à voir avec le processeur définitif, ou si c'est quelque chose s'approchant euh, fortement du processeur définitif, ça on ne le sait pas. À voir derrière, 4,6 GHz sur 16 cœurs, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a du potentiel. Avec une conso en dessous des 230 watts, c'est plutôt correct, hein. Plutôt correct. Mais bon, on est totalement sur du proto, donc on s'emballe pas. On s'emballe pas, on a été déçu par la 11e. On attendra de voir les benchmarks de cette 12e avec des produits définitifs pour vraiment s'emballer. Mais ils annoncent du lourd. Faut pas non plus se mentir, du côté d'AMD, on annonce aussi du lourd, hein, pour les futures générations. Donc ça va redevenir la vraie bataille et moi j'attends que ça. On finit avec les cartes graphiques. Je me dépêche, je traîne pas. Surtout que les cartes graphiques, on pleure, donc je traîne pas. On parle d'abord de la 3080 Ti, cette carte qui, franchement, fait n'importe quoi. Enfin, c'est pas la carte qui fait n'importe quoi, mais les annonces, c'est absolument n'importe quoi. On a eu une première annonce nous disant qu'elle allait être lancée le 26 mai, puis une nouvelle annonce nous disant que c'était reporté à un genre de conférence le 31 mai. Alors on ne sait même pas si le 31 mai sera la sortie de la 3080 Ti ou si ce sera l'annonce de la date de sortie de la 3080 Ti. Vous imaginez déjà un peu le bazar, pour pas dire d'autres mots plus vulgaires. Et aujourd'hui, on a une nouvelle photo. Voilà, une petite 3080 Ti, c'est pas la première. On avait déjà vu une MSI, aujourd'hui c'est une Gigabyte. Donc visiblement, il y en a dans la nature. Et certains en profitent pour nous les montrer, c'est sympa. Donc visiblement, elles existent bien déjà. Et certains ont déjà pu mettre la main dessus. Ça commence à être compliqué les lancements de cartes graphiques partout. Il n'y a plus personne plus personne ne fait bien le taf. Là, franchement, c'est n'importe quoi. Et attendez, vous avez pas vu le pire?
Le pire, c'est que vous pouvez l'acheter. C'est la MSI qu'on avait déjà vue. Elle coûte seulement 3500 $ aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous avez des contacts là-bas et beaucoup d'argent et absolument envie d'en avoir une, voilà, 3500 $. Émirats Arabes Unis pour les gens qui souhaitent en obtenir une dès maintenant. Donc des cartes qui se vendent déjà. Alors 3500, ce n'est pas du tout un prix qui est censé être dans les circuits de vente traditionnels. Hein. On est largement au-dessus du prix, normal de la carte, même si on sait que le prix normal de la carte ne sera probablement pas respecté non plus dans les circuits de vente traditionnels. En gros, tout le monde s'attend à ce que la carte soit du genre annoncée à 1000 $. 1000 $ donc hors taxe, machin. En vrai, ça aurait pu être le cas. Attention, ça aurait pu être le cas si on avait eu des Founders Editions, donc des éditions, des cartes fabriquées par Nvidia et vendues par Nvidia. Ça n'a pas l'air d'être prévu, clairement. Sinon, on aurait déjà vu des photos. Donc, il n'y aura pas, même si Nvidia annonce 999 $ la carte, vous la verrez jamais à ce prix-là. Mais voilà, on espère qu'elle sera à moins de 2000 €. Ce serait pas mal. On finit avec les stocks. Ce qui est tombé aujourd'hui. Aujourd'hui, des MSI. Des 3060 et 3070. 3060 à 730 €. Toujours très cher. 3070 Supreme à 960 et Supreme X à 1080. Alors, quelle est la différence entre les deux? J'imagine qu'il y en a une qui a seulement 2 ventilateurs et l'autre 3. J'imagine que c'est ça l'histoire. Pourquoi si optimiste que ça, moins de 2000 €? En vrai, 30... ouais, c'est vrai, peut-être un peu optimiste, c'est vrai. C'est vrai. Et j'avoue, moi j'aimerais bien qu'elle se reproduise. Je montrais un élevage. Au lieu de monter des fermes à crypto-monnaie, je montrais une ferme à GPU. Allez, on finit avec ce qu'il y a ce soir et forcément plus grand chose. On a une 2060. 2060 qui est là depuis quelques jours. KFA 2, 570 €. Plutôt cher, hein, plutôt cher, mais présente tout de même. Et après, on a celle qui coûte plus de 2000 €. Une toujours KFA 2 3090 à 3000. La Power Color qui est toujours là, 2200. Et la ASRock, pareil, qui est toujours là, 2700. À noter que la Power Color refroidie par liquide n'est plus là. Elle était à 2650, si mes souvenirs sont bons. Et donc, elle n'est plus en stock. Elle a enfin trouvé preneur. C'est 6900 XT qui ont quand même beaucoup plus de mal à trouver preneur que les 3090. Pourtant, de l'autre côté, elles sont pas si loin en termes de prix. Enfin, ça dépend lesquelles. Celle-là est quand même beaucoup plus attractive que celle-là, en termes de prix. Après, en termes de performance, je ne suis pas allé voir. Voilà en tout cas qui conclut notre point actu hardware du jour. Bon, on finit sur les cartes graphiques, c'est toujours un peu triste, mais bon, c'est la réalité et il faut bien s'y faire. Un jour, ça reviendra à la normale. En tout cas, on l'espère, on continue d'y croire. Peut-être que je vais inventer une religion où voilà, la croyance, c'est le retour à la normale du marché des cartes graphiques. Je pense qu'il y a un public. J'espère que, en tout cas, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours. C'est ce qui peut le plus m'aider à progresser. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de l'actualité. Avec, j'espère, des news toujours aussi intéressantes. En tout cas, merci d'avoir regardé et à demain.